ils ont, ça c'est typiquement arménien, ils ont complètement arménisé. Il faut savoir que leur hymnaire, c'est aussi une traduction des hymnes de Palestine, mais une traduction très adaptée. Donc on ne voit pas bien que c'est une traduction. Il faut chercher vraiment pour le voir. C'est arménien. Mais ils ont gardé ça. Ensuite, comme ils sont séparés de Constantinople, à partir du 7e siècle, l'Église arménienne est indépendante, elle va garder ce système. Donc on a actuellement l'année liturgique un peu développée, mais sur base de liturgie de Jérusalem en Arménie. En Géorgie, voilà, ce sont les moines qui nous ont... Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu très tôt une vie monastique qui s'est développée. Et il y a une tradition forte qui nous dit qu'au VIe siècle, il y avait déjà des moines au Ve siècle qui ont traduit la liturgie à Jérusalem. Il y a un monastère à Bethléem. Il y a des moines à Saint-Sabas, géorgiens. Donc ils étaient déjà très très présents en Palestine. Puis de Saint-Sabas au Sinaï. Mais au VIe siècle, il y a eu une espèce de propagande monastique menée par ce qu'on appelle les 13 frères syriens, donc des moines qui sont venus de Syrie en Géorgie pour organiser la vie monastique, qui ont fondé les monastères. Alors il y a une chose extrêmement curieuse, qui est due sans doute à l'évolution que nous allons voir, à partir de la fin du Xe siècle. Il ne reste pas actuellement un seul texte en géorgien dont on puisse prouver qu'il a été traduit immédiatement du syriaque. Alors que ces 13 moines, bon, on n'attend pas que les moines viennent sans manuscrit. Mais il est resté des choses, au moins deux choses très très visibles de l'organisation monastique syriaque, c'est qu'on a eu jusqu'au XIXe siècle des stylites en Géorgie. Il n'y a pas d'autre pays au monde où ce phénomène, à ma connaissance, persistait aussi longtemps. Et que d'autre part, on a eu donc, dès le début, beaucoup de monastères à l'étranger. Donc ce mouvement de Xeniteia, qui était très très recommandé par les moines syriaques, pour échapper à la famille, à la terre connue, partir vraiment à l'étranger. Et ça, donc on a eu énormément de monastères géorgiens, on en a eu à Chypre, on en a eu dans l'Empire byzantin, bien sûr, à Constantinople, au Mont-Olympe, en Bithynie. Et puis, alors, par un cas assez rare dans l'histoire de la Géorgie, à la fin du Xe siècle, dans les années 970, il y a eu un prétendant à l'Empire qui a attaqué l'empereur, et par un coup de chance rare, les armées géorgiennes, qui ont été appelées par l'un des prétendants, ont triomphé et étaient du bon côté. Et l'empereur a voulu remercier le commandant géorgien, qui s'appelait Jean, et Jean a demandé à pouvoir fonder un monastère à Latos. Latos, c'était les tout débuts du Xe siècle. Il y avait la Grande Laure, avec saint Athanas, et Jean et son fils Eutyme sont venus dans les années 970 à la Grande Laure. Et puis, ils ont obtenu de pouvoir fonder le monastère, qui est le monastère des Ibères, comme l'Iberon, qu'on appelle donc toujours l'Iberon actuellement. Alors, on peut peut-être voir... Alors, ce monastère, jouissant de la protection de l'empereur, a fait
commande de manuscrits. Donc dans la région turque, actuellement, dans les scriptoriales de cette région, et il conserve le plus ancien Testament. Alors peut-être on va le mettre pas en diaporama, mais en projection. Une par une, il y a ici photos, mais 6 ou 7. Voir Oui, cette on peut démarrer l'autre. cette ligne d'Oshki. Le diaporama, ça peut être aussi manuel, donc non pas forcément automatique. Et on le voit mieux si c'est automatique. Ça va venir. Alors pendant un siècle, il va y avoir une activité de traduction absolument intense à Évyrone. Ils vont traduire la moitié de la patrologie grecque, tous les livres liturgiques, quasiment. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Et ça va complètement bouleverser, vraiment byzantiniser. Alors voilà, ça c'est le début. C'est un feuillet de ce grand manuscrit de la Bible qui fait plus de 50 cm de haut. Il en reste 2000 pages. C'est quelque chose à transporter. Et ici, c'est le début du livre des rois. Alors, en préparant, il se trouve qu'avec 2 collègues, on est en train de préparer un nouveau catalogue des manuscrits géorgiens d'Ivyrone. Et en préparant la description, je me suis aperçu d'une chose. Alors, ce manuscrit, au XIXe siècle, il a été, au milieu du XIXe siècle, emporté à Tbilissi, à la demande du patriarche. Il est resté 7 ans, ils en ont fait 2 copies, et puis ils l'ont ramené à Évyrone. Donc il a été étudié, copié au XIXe siècle, il a été étudié et en partie publié, en grande partie même on peut dire déjà publié. Personne ne s'est aperçu, parce que ces braves gens qui étudient la Bible ne s'intéressent pas à la liturgie. Qui avait des indications, ils pouvaient servir de lectionnaire. Il y a quelques indications de lecture, et puis quand il y a des initiales rubriquées, ça correspond à un début de lecture liturgique. Donc c'est un manuscrit vraiment tout à fait intéressant. Alors on peut... Qu'est-ce qu'il faut faire pour Oui. Évyrone, voilà, c'est la berge de la presqu'île de l'Athos, et Évyrone, il y a la pêcherie là qui est au fond. Là, ils ont des ateliers. Voilà. C'est un monastère qui est actuellement en pleine activité et restauration. On peut voir la suivante, s'il vous plaît. Voilà une vue d'ensemble du monastère. Donc on aperçoit le mont Athos au fond. Suivante. Donc c'est toujours le plan atonique, carré, avec l'église à l'intérieur, le réfectoire en général en face, et puis les cellules des moines tout autour. La bibliothèque est aussi au 2e étage. Et quelquefois il y a des tours, parce que quand les Turcs faisaient des incursions, il fallait pouvoir se réfugier. C'est un monastère en plein essor. Magnifique. Suivante. Alors il a voilà, donc justement l'église, vous voyez qu'elle est très très bien entretenue. Il reste évidemment, il reste plus de moines géorgiens depuis le 19e siècle. Ils ont très peur des Géorgiens. Ils ne les aiment pas du tout. Bon, mais Eutyme et Jean sont enterrés là. Mais il ne reste plus d'inscriptions, il ne reste plus rien. À part les manuscrits. Ce sont les Grecs, tu l'as vu? Ah, ce sont les Grecs, oui. Ça, malheureusement, c'est le destin de tous les monastères géorgiens à l'étranger, que ce soit donc Sainte-Croix de Jérusalem, le Sinaï, ici Évyrone, Bachkovo, Petritsoni en Bulgarie. Tous sont maintenant des monastères grecs. Alors à Bachkovo,
il y a une église ossuaire, une église aussi à 2 étages, où étaient enterrés les moines. On a les os, on voit les os des moines, qui est à 500 mètres de l'église principale, du centre principal, qui est très peu visitée. Et alors malheureusement, ce sont des Crétois qui ont fait une restauration des fresques catastrophique. Mais là, il reste quelque chose quand même de géorgien. Mais il n'y a plus de moines géorgiens non plus, des siècles. Ça, c'est le drame d'un petit pays qui n'a pas pu, qui a été divisé entre les Turcs et les Persans après le XIIIe siècle, le XIVe. 13e, 14e sont les invasions mongoles, et puis à partir du 15e, c'est les Turcs qui commencent et qui ne pouvaient plus entretenir les monastères étrangers. Alors Iviron donc, a joué un rôle extrêmement important parce que là, maintenant, la liturgie, c'est la liturgie de Constantinople, en Géorgie. Elle a vraiment transformé, énormément enrichi le patrimoine littéraire et philosophique, théologique et philosophique, mais aussi elle a fait perdre une partie de ce vieil héritage de Jérusalem. S'il vous plaît. Alors là, voilà justement comment les Grecs entretiennent, c'était l'oratoire de Saint Jean-Baptiste, et il y avait à côté un scriptorium. On a des manuscrits encore à l'Athos qui nous disent que ça aurait été copié ici. Mais c'est en réalité, ça ne les intéresse plus. Alors, ça c'est le Sinaï. Donc là aussi, alors là c'est la forteresse de Justinien. C'est un endroit aussi tout à fait extraordinaire, où on a donc une collection de manuscrits géorgiens, parce qu'il y a eu, surtout au Xe siècle, les moines géorgiens ont été très très actifs. C'était visiblement eux qui tenaient l'atelier de reliure, aussi pour les manuscrits en grec et en arabe. Et on a des manuscrits très très précieux. Le plus ancien homéliaire géorgien, daté de 864, est conservé ici. Ah oui, c'était un très bel endroit. Mais là non plus, il n'y a plus de moines géorgiens. Alors là, vous le savez, en 1975, il y a eu une partie d'un des murs de clôture qui s'est effondré, et il y a des bédouins, certains christianisés, d'autres non, mais qui sont fidèles au Sinaï, qui gardent le monastère, qui en passant a trouvé au pied du mur par terre des morceaux de parchemin. Alors il a prévenu un moine, et ils se sont aperçus qu'en fait c'était une espèce de guenisa, c'est-à-dire de pièces où, jusqu'au XVIIIe siècle, on mettait des fragments, des cahiers qui étaient décousus, des trucs comme ça. Et donc on a retrouvé quand même quelques feuillets du Sinaiticus, manuscrit de la Bible du IVe siècle, et puis des fragments géorgiens, des manuscrits géorgiens et des fragments. On a une boîte grande comme ça avec environ 1500 fragments gros comme ça, qu'il faudra un jour trier et identifier. Mais là aussi, il y avait des palimpsestes, et un manuscrit palimpseste fait avec des morceaux venant de manuscrits de langues différentes. On a de l'arménien, on a un feuillet syriaque, on a un petit peu de géorgien, et enfin de l'albanien du Caucase. Car il y a eu une troisième chrétienté, il y a eu l'Arménie, il y a eu la Géorgie, et ici, dans cette région, que les anciens appelaient Albania, qui n'a rien à voir avec l'Albanie des Balkans,
Encore une fois, les gens s'appellent, eux ils s'appellent Houdin. L'autodénomination n'a rien à voir. Et donc on a trouvé les fragments de 2 manuscrits en albanien du Caucase, sans doute du 8e siècle. Et sont les premiers témoins manuscrits qu'on ait de cette langue chrétienne. Et ce sont alors un évangile de Jean avec des rubriques lectionnaires et un fragment de lectionnaire inspiré du lectionnaire de Jérusalem, mais propre à l'Albanie. Passionnant, absolument. Voilà, donc c'est quand même des très très grands endroits pour la recherche. Et alors en ce moment, on vient de terminer un projet de 3 ans avec un groupe de chercheurs sur des palimpsestes, un catalogue de palimpsestes du Sinaï. Et si vous nous montrez la... Alors j'ai pas pu la tourner, peut-être vous allez pouvoir la tourner. Je sais pas. Si on peut la tourner comme ça. Je vais essayer. Un quart de tour à droite. Je sais pas si c'est possible. Je vois. Non, mais plutôt tourner dans quelle direction? Horaire ou anti-horaire? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Horaire, oui, je vais essayer. Oh, tiens, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Les méchants, ils ne veulent pas? Oui, c'est ça. Non, ils ne veulent pas. Bon. Vous êtes obligé de faire comme moi, de regarder comme ça. Mais vous allez très très bien lire, certainement. L'écriture. Aller dans rotation. Il y a je ne vois pas parce qu'avec ces lunettes je ne vois pas. Il y a rotation. Révision. Révision. Non, c'est rotation. Où? Attends. Ici. Tu vois, rotation. Ah oui, tu as raison. Oui, c'est super. Oui. Wow, oui, super. Merci. C'est trop facile. C'est comme ça, tu encore une fois. C'est suffit ou bien encore une fois? Donc, vous avez une écriture qui était perpendiculaire, ils ont tourné le feuillet, que vous voyez, on voit bien la dernière ligne qui est dans la marge. Hein. Mais bon, quand on est un petit peu endurant, on arrive à lire toute la page. Et c'est un texte. C'est un deuxième témoin. Nous avions déjà un fragment à Tbilissi d'un homélière, Khan Beti, donc pas plus tardif que le 7e siècle. C'est une homélie, en géorgien elle est attribuée à Athanas sur la nativité de Marie. On la trouve aussi en grec sous le nom de Jean Chrysostome. Voilà, donc c'est pour vous dire que il y a encore du travail à faire. Et que là, alors j'ai reçu hier une bonne nouvelle, c'est qu'il se trouve que quand ils ont l'équipe des Géorgiens, à la demande du patriarche, avec négociation avec l'archidigoumène du Sinaï, a obtenu la permission de venir voir les manuscrits géorgiens et faire le catalogue. Donc ils avaient des tas. Et puis, là, il y a 6 feuillets. Celui-ci, vous voyez, il se lit, bon, disons que pour un spécialiste, se lit bien. Les 5 autres feuillets, il y en a un où on lit 4 ou 5 lettres, et les autres, rien du tout. Seulement, il y a un deuxième morceau du même manuscrit. C'est un manuscrit des apophthegmes, ça. Le texte supérieur, qui a été mis sous un autre numéro. Ils ne se sont pas aperçus, quand ils ont donné le numéro, qu'il y avait 2 morceaux qui allaient ensemble. Et hier, alors ça fait des mois, je réclame, mais envoyez-moi la photo de la suite, là. Ils vont m'envoyer. Peut-être on va avoir d'autres pages lisibles, encore, de cette homélière du 7e siècle. Bon. Quelle heure est-il? On a du temps.
petit peu. N'est-ce pas? Tout le monde est d'accord. Avant de parler des choses qui fâchent, on va voir encore quelques belles choses. Je ferme ça, hein, dans ce cas. Oui, je ferme ça, oui, parce que dans ce cas, il faut fermer là. Du bon côté, ça. Trahi par la technique. Voilà. Ça, la première. Je crois qu'on va pas y arriver, donc c'est pas grave. On va parler d'autre chose. Bon, j'aurais voulu vous montrer encore quelques œuvres d'art, quelques manuscrits, l'écriture géorgienne, parce qu'on a parlé de la langue, mais c'est une langue donc tout à fait à part, mais c'est aussi une écriture qui ne sert qu'aux Géorgiens. Une écriture de 37 graphèmes, 37 lettres. En réalité, il y en avait 36 sûrement à l'origine, plus le oméga qui ne sert pas à grand chose. C'est un alphabet qui a été fait sur le modèle de l'alphabet grec, mais avec, vous l'avez vu, un graphisme complètement différent. Mais l'ordre des lettres, on a d'abord toutes les lettres grecques quasiment, avec 2 exceptions, et ensuite toutes les lettres non grecques, qui sont assez nombreuses. Les chuintantes, les affriquées, les gutturales, beaucoup de sons qui existent en grec qui existent en géorgien. Et puis, bon, certainement pour la Bible, pour je suis l'alpha et l'oméga, ils ont rajouté le oméga, qui ne sert à rien en géorgien, parce qu'il n'y a pas de mots long. Il n'y a pas de différence de longueur dans les voyelles. Voilà, donc c'est un alphabet, mais qui a 3 formes. C'est-à-dire les majuscules, vous avez vu ce texte ancien du 7e siècle. Ensuite les minuscules, le texte qui est dessus, c'est une minuscule. Et puis ensuite une cursive, très vite. Alors, je pense que les 3 formes ont existé quasiment dès l'origine. Parce que quand une maman disait à son fils note de m'acheter 2 kilos de carottes et 3 poireaux, elle n'écrivait pas ça en majuscule. Mais elle l'écrivait sur un matériau qui n'a pas résisté au temps. Les premiers exemples que l'on ait, on a un très très bel exemple d'un manuscrit où on a sur une page les 3 écritures. Manuscrit du Nouveau Fond du Sinaï et du Xe siècle. La minuscule, on la trouve dès au IXe siècle déjà, et on voit très bien que c'est une différence d'emploi est liée à la différence de solennité du texte. Le premier texte en minuscule, c'est le colophon, c'est-à-dire le mémorial du copiste du manuscrit de 864, de l'homélière de 864. Tout l'homélière est en majuscule, mais la notice du scribe où il dit qu'il a fait ce manuscrit pour tel endroit, sous tel abbé, sous tel patriarche, y compris pour lui et pour sa famille, ça c'est privé, c'est pas quelque chose qu'on lisait à l'office. Donc ça peut être dans une écriture moins solennelle, si vous voulez. Bon, c'est facile à comprendre, chez nous les noms des rues sont encore en majuscules.
Mais quand vous écrivez sur une enveloppe, mettez pas le nom de la rue en majuscule. Donc, voilà, et donc on a quand même une littérature très importante, et ce qui est important aussi, c'est qu'on a donc bien des textes liturgiques ou patristiques qui n'existent plus qu'en géorgien. Et je m'étonne qu'on n'arrive pas à avoir des spécialistes de géorgien en Europe. Toutes les chaires se ferment. Qui reste actuellement Francfort am Main, qui est le plus dynamique, Rome, pas extraordinaire, enfin ça existe, et Paris. C'est tout ce qui reste. Actuellement, il n'y a plus rien à Louvain-la-Neuve, à ma connaissance. Bon, il y aura peut-être une géorgienne qui va rentrer à Louvain, mais à Londres c'est fini, à Munich c'est fini, à Iéna c'est fini, alors c'est vrai que si on connaît que le géorgien ancien, c'est difficile de faire vivre sa famille. Un problème économique, mais c'est quand même très dommage. Depuis 3 ans, je donne des cours à Madrid, parce que le doyen de la faculté des lettres anciennes, où ils enseignent l'acadien, le babylonien, l'étrusque, s'il vous plaît, toutes les langues de l'Orient chrétien, sauf le géorgien. Ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas le géorgien. Et il se trouve que ce doyen, depuis ses jeunes années de prêtrise, il a eu un prof qui l'a passionné pour Hippolyte de Rome. Alors, M. Hippolyte de Rome, il a commenté 4 textes bibliques, et ces commentaires n'existent plus qu'en géorgien. Donc ça a été toujours son rêve de pouvoir lire le commentaire du Cantique des Cantiques en géorgien. Alors c'est un texte en plus très difficile, parce qu'à mon avis, il a été traduit de l'arménien par un arménien et pas par un géorgien. Et il ne connaissait pas la syntaxe. On connaissait bien le vocabulaire, c'est étonnant, mais il ne connaissait pas la syntaxe. Donc on a 90 verbes dans un texte assez court, 90 verbes qui sont au participe passif non décliné. Il ne savait pas s'il fallait mettre un présent, un impératif, un futur. Hop, participe passif non décliné, débrouille-toi. Comprendre. Bon, c'est pas très facile, mais on prépare une nouvelle édition, et je pense que ça va redonner vie à ce commentaire qui a des passages très passionnants, très beaux. Donc voilà. Alors, il faut qu'on dise quand même un mot de ce qu'on avait dit. Avant le rite byzantin, vous voyez, avant le rite byzantin, il arrive au XIe siècle. Jusque-là, c'est le rite de Jérusalem. Donc on a vraiment 2 époques très différentes. Et alors, quand un livre liturgique n'est plus utilisé, alors on ne va pas le jeter s'il est écrit sur du beau parchemin, sur des parchemins de grande dimension comme étaient les lectionnaires pour toute l'année, eh ben, on l'a et puis on le réécrit. Donc j'ai identifié une année, je l'ai ici, j'ai demandé à voir les palimpsestes de grand format. 100% c'était des anciens lectionnaires de Jérusalem. Donc là, on a des milliers de pages à déchiffrer de lectionnaires de Jérusalem. Vous savez peut-être que l'édition que nous avons, qui a été faite par un père géorgien catholique, le père Tarkishvili, est très incomplète. On a pratiquement, pour le temps après la Pentecôte, on n'a presque rien. Donc tous les dimanches communs, on a très très peu de données. Donc j'espère qu'avec ça, bon, moi je ne le verrai pas, mais un jour on verra ça. Pour l'histoire de la Géorgie, je ne vous ai pas donné de détails, on ne sait pas d'où ils viennent, encore une fois. Mon hypothèse, c'est qu'ils ont été poussés là de l'Anatolie au moment de la dispersion indo-européenne, il y a 5000 ans. Ils sont réfugiés un peu pas seulement dans les montagnes, parce que là c'est quand même une plaine.
Alors après, bon, c'est les guerres incessantes entre l'Empire romain et l'Empire perse, entre l'Empire byzantin et l'Empire perse. Après, c'est l'invasion arabe. Après, c'est les Turcs. Il y a eu déjà des invasions turques au 7e siècle. Et puis, au 11e. Alors, l'État se reconstitue à la fin du Xe siècle, 11e, 12e, début du 13e. Et on peut dire que jusqu'à la reine Tamar, c'est vraiment l'apogée. 1215, et puis après, c'est les premières invasions mongoles qui arrivent, et ensuite de nouveau turcs et persans. Si bien que les rois ont essayé d'intéresser le pape, Louis XIV, les rois de Castille, pour défendre ce petit bout de chrétienté, mais sans aucun succès. Et finalement, ils se sont tournés vers les co-religionnaires orthodoxes russes qui ont mené une politique d'effroyable colonisation. Ils ont supprimé le patriarcat, ils ont fait assassiner le patriarche, il y en a plusieurs assassinés. À l'époque, ça restait à l'époque soviétique. Et suppression de la langue géorgienne dans l'office. On a repeint une partie des églises à fresques avec des fresques en slavon. Enfin, ça a été terrible. Et puis, heureusement, entre 18 et 21, il y a eu quand même une petite république indépendante qui a recréé le patriarcat, qui a créé l'université de Tbilissi. Et donc après, de nouveau, une persécution terrible de l'Église générale dans le monde soviétique, bien sûr. Mais le patriarcat n'a pas été supprimé par les soviétiques, alors qu'il avait été par les tsaristes. C'est une curiosité de l'histoire. Alors actuellement, qu'est-ce qui se passe? Depuis 1991, les Géorgiens ont eu pas beaucoup de chance. Ils étaient, évidemment, personne n'était prêt à vivre, après 70 ans de communisme, quelque chose d'autre. Ils ont élu un ultranationaliste, donc le fils de Constantine Gamsakhourdia, Sviaz Gamsakhourdia, qui était un fou clinique, donc vraiment. On a des rapports médicaux, c'est pas une médisance, qui a finalement été assassiné par les Russes, mais qui a créé la guerre civile en Géorgie. Ensuite, Shevardnadze est revenu. Il a été incapable absolument de vaincre la corruption généralisée qu'il y avait à haut niveau, héritée de l'époque soviétique. Saakashvili a réussi à juguler, disons, au moins la corruption de bas niveau. C'était très important pour les gens. On ne pouvait pas circuler le matin sans avoir une contravention, parce qu'il fallait que le flic se remplisse la poche pour la journée. Donc ça c'est terminé, heureusement. Alors la corruption à haut niveau, ça continue certainement, mais ça devient un peu plus tranquille. Alors malheureusement, Saakashvili était ultranationaliste, comme était Gamsakhourdia, mais différemment. Il a fait une bêtise énorme en provoquant Poutine, vous savez, en 2008, en essayant de reconquérir l'Ossétie. Et du coup, le pays est amputé de 30% de son territoire. Les Russes sont à moins de 100 km de la capitale. Donc c'est très très grave actuellement. La situation est très grave pour la société civile, disons. Alors la société religieuse, elle suit un petit peu. Le patriarche, la première fois que je suis allé en Géorgie, il y a plus de 40 ans, 42 ans maintenant, il était tout jeune patriarche, il est toujours là, il est très âgé. Malheureusement, il a un fort diabète, il est très handicapé physiquement maintenant, assez faible, mais la tête marche super bien. Alors c'est quelqu'un qui a été, à l'époque soviétique, vous savez qu'il a été au Conseil œcuménique des Églises, il y a 2, il était très actif dans les problèmes œcuméniques. Et puis après 91,
eh bien, il fallait absolument se libérer de la Russie. Donc c'est un mouvement très très nationaliste qui sévit aussi dans l'Église, parce que l'Église non plus n'était pas prête tout d'un coup à rouvrir des centaines d'églises, avec comment former tous ces prêtres. Ils sont souvent vraiment d'une étroitesse théologique vraiment effrayante. Et je crains qu'à l'élection qui ne va pas se faire dans très très longtemps, du nouveau patriarche, ce soit quelqu'un de l'aile la plus dure et la plus à droite, qui est très intolérante envers les catholiques, c'est l'Église, la Géorgie, l'Église géorgienne. Voilà, c'est assez difficile actuellement. Bon, c'est lié un peu, c'est une crise de jeunesse, on peut dire, de transition, peut-être, on peut espérer, mais pour l'instant c'est difficile, vraiment, pour les catholiques en particulier. Avec une grande intolérance.